On considère la deuxième question de l'exercice de 21. S est un cylindre, y compris ses deux bases, de rayon petit r et de hauteur grand L. Et le champ est petit a, partout perpendiculaire à l'axe du cylindre et constant sur sa surface latérale. Figure 21b. Le champ est partout parallèle à l'axe du cylindre et vaut E1 sur une base et E2 sur l'autre. Considérez les cas particuliers E1 égale à E2 et E1 égale à moins E2, figure 21c. Commençons par la question de A. Donc, les données sont la surface S est un cylindre avec les deux bases. E est perpendiculaire à l'axe du cylindre. Ici, l'axe du cylindre est l'axe OZ. E est constant sur S3. Donc, on voit que E sur la surface latérale, il est constant. C'est E3. La surface latérale, c'est S3 avec un vecteur surface ds3. Si on s'éloigne de la surface, le vecteur champ électrique, il change. Il peut diminuer comme il peut augmenter. On l'a dessiné comme un champ qui diminue. Donc, sur toute la surface latérale, on a un champ constant. Sur la base S1, E1 n'est pas constant. Il diminue en allant vers des rayons plus grands. Il est toujours perpendiculaire à DS1. J'ai oublié de remarquer que E3 et DS3 sont dans le sens positif du vecteur unitaire URO qui est perpendiculaire à Z et qui tourne avec le point où se trouve le champ. Sur la surface de base S2, on a aussi E2 qui n'est pas constant et qui est toujours perpendiculaire à DS2. DS2 il est dirigé vers le bas parce qu'il doit être dirigé vers l'extérieur de la surface. Comme le champ n'est pas constant sur toute la surface S, on calcule le flux en le décomposant en parties. Φ1, c'est le flux du champ sur la première base. Φ2, c'est le flux du champ sur la deuxième base. Et Φ3, c'est le flux du champ sur la surface ou à travers la surface latérale. On commence par les plus simples. Donc E1 n'est pas constant sur S1. Donc E1 n'est pas constant sur S1, il varie, il diminue, mais il est toujours perpendiculaire à DS1. Donc ici E1 DS1 est nul, ici E1 DS1 est nul, et partout on a E1 scalaire DS1 qui est égal à 0. Et par conséquent, le flux Φ1 est égal à 0. On a la même chose pour S2. E2 n'est pas constant sur S2, mais on a E2 qui est perpendiculaire à S2 sur toute la surface S2. Donc E2 scalaire ds2 égale à 0 sur toute la surface, et Φ2 égale à 0. Donc il reste à calculer uniquement le flux sur S3. Alors il se trouve que les deux conditions habituelles sont satisfaites. Nous avons E3 est constant sur S3. Ça a été énoncé dans l'exercice. Et on a E3 parallèle à DS3. Pourquoi? Parce que E3 est perpendiculaire à l'axe Z et DS3 est perpendiculaire à la surface latérale du cylindre, donc elle est parallèle au rayon et par conséquent elle est parallèle à OZ. Donc nous avons E3 qui est parallèle à DS3. Pardon. On le voit bien ici.
voici ds3 aussi et E3, voici E3 et ds3, donc tout au long de la surface latérale, nous avons les deux vecteurs qui sont parallèles. Aussi, ds3 est dans le sens positif, il est le même que le sens du vecteur unitaire URO, donc ds3 est positif. Ces deux conditions nous permettent d'écrire phi3 égale E fois S3 avec un signe plus parce que ds3 est dans le sens positif. La surface S3 latérale est égale au périmètre du cercle qui va représenter une sorte de largeur fois la hauteur du cylindre qui va représenter la longueur. Donc c'est 2 petit r fois L. Dans le deuxième cas, nous avons S qui est un cylindre, E est parallèle à l'axe du cylindre, E est constant sur S1 et S2, mais n'est pas constant sur S3. Donc voici E qui est partout parallèle à l'axe Z du cylindre. Sur S1, il est constant. Sur S2, il est constant, mais il peut avoir une valeur différente de E1, donc on le note E2. Par contre, sur S3, il varie. Donc il est petit, puis il augmente dans le sens positif. De ce côté-là, il est petit dans le sens négatif, puis il augmente dans le sens positif. Remarquons que sur la base S1, ds1 est dans le sens positif. Il est parallèle, il est dans le même sens que le vecteur k. Et sur S2, ds2, il est vers le bas, il est dans le sens opposé à k, donc il est négatif. Mais dans les deux surfaces, nous avons toujours E1 qui est parallèle à nous avons E1 qui est parallèle à ds1 et E2 parallèle à ds2. Par contre, sur la surface latérale, on a partout E3 qui est perpendiculaire à ds3. Donc le flux le plus facile, c'est à travers S3. Donc E3 perpendiculaire à S3, donc le produit scalaire est égal à 0. Voilà, donc on l'écrit. Phi égale à phi1 plus phi2 plus phi3. E3 n'est pas constant sur S3, mais E3 est perpendiculaire à ds3 sur toute la surface S3. Donc E3 scalaire ds3 est égal à 0 partout. Et leur somme donne un flux phi3 qui est égal à 0. Par contre, pour la surface S1, nous avons les deux conditions qui sont remplies. E1 est constant sur S1 et E1 est parallèle à ds1. Donc on écrit directement que phi1 égale E1 fois S1. Le signe plus est dû au fait que ds1 est dans le même sens que le vecteur k, donc il est dans le sens positif. Pour la surface S2, les conditions sont remplies aussi. E2 est constant sur S2 et E2 est parallèle à ds2. Donc phi2 est égal à E2 fois S2, mais avec un signe moins, parce que tous les ds2 sont dans le sens opposé de k. Donc ils sont dans le sens négatif. Le flux total, donc c'est phi1 plus phi2, c'est E1 fois S1 plus moins E2 fois S2, mais comme S1 est égal à S2, on factorise S1 et S2 et on les note tous les deux S. Donc le résultat c'est E1 moins E2 fois S. Si E1 est égal à E2, on obtient un flux qui est égal à 0, parce que E1 moins E2 égale à 0. Par contre, si E1 égale moins E2, on obtient phi qui est égal à 2 fois E1 fois S. Ce résultat, on l'a utilisé quand on a calculé le champ créé par un plan infini en utilisant le théorème de Gauss.